Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 30 avril 2024 et nous sommes rendus à l'épisode 212 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, tout d'abord, je veux parler des taux d'intérêt. En fait, je veux surtout parler de la possibilité que la Banque du Canada coupe les taux d'intérêt avant la Réserve fédérale américaine. Et je vais vous parler des impacts que ça pourrait avoir du côté macroéconomique, c'est-à-dire par rapport au dollar canadien. Ensuite, je vais aussi vous parler de la banque régionale qui a été fermée aux États-Unis, donc la fin de semaine passée, et qui a été également rachetée par une autre institution financière. Et je veux vous parler de ça parce qu'il y a un an, en 2023, il y avait eu 3 banques régionales aux États-Unis qui avaient fait faillite. Donc, je vais un peu revenir là-dessus. Et finalement, je vais terminer avec une étude qui a été faite sur le revenu viable des ménages québécois et quel est en fait le constat sur les finances des travailleurs à faible revenu. Donc, je vais vous parler un peu de ce rapport-là. Donc, je vais commencer tout de suite avec le meeting de la Fed qui va se terminer demain. Et c'est là qu'on va annoncer la décision par rapport au taux d'intérêt aux États-Unis. Et pour le moment, on ne s'attend pas à une baisse du taux directeur demain. Par contre, les investisseurs vont surtout écouter le discours de Jérôme Powell pour savoir s'il prévoit couper les taux d'intérêt au mois de juillet ou plus au mois de septembre. De mon côté, je ne suis même pas convaincu que la Fed va baisser le taux directeur en 2024. Oui, peut-être une petite réduction de 25 points de base, mais du côté des États-Unis, il n'y a pas d'incitatif pour la Réserve fédérale de venir réduire rapidement les taux d'intérêt. Il y a pas mal plus de chances que la Banque du Canada descende les taux d'intérêt ici, parce que premièrement, la croissance de l'économie canadienne est beaucoup plus faible qu'aux États-Unis. Et deuxièmement, notre taux d'inflation est plus bas. Aux États-Unis, on parle encore d'un taux d'inflation sur une base annuelle à 3,5%, tandis qu'au Canada, on est à 2,9%. Également, le marché du travail se porte mieux aux États-Unis. Donc, tout ça pour dire qu'au Canada, je m'attends toujours à ce qu'il y ait 2 coupes du taux directeur d'ici la fin de l'année 2024. Autrement dit, notre taux directeur devrait passer de 5% à 4,5% d'ici la fin de l'année. Et d'après moi, la Banque du Canada pourrait annoncer la première baisse des taux d'intérêt soit en juin, donc ça serait comme d'ici 2 mois, ou au plus tard en septembre. Encore une fois, ça va être les données du côté du marché de l'emploi et du côté des données de l'inflation, de l'IPC. C'est ça qui va pousser un peu la décision de la Banque du Canada. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a des répercussions macroéconomiques si jamais le Canada diminue ses taux d'intérêt avant les États-Unis. Et là, macroéconomique, ça sonne bien compliqué, mais je peux vous expliquer ça assez simplement. Premièrement, si le Canada abaisse son taux directeur, le dollar canadien devient automatiquement moins attrayant pour les investisseurs étrangers. Et pourquoi il devient moins intéressant? C'est parce que les autres pays, ils peuvent mettre leur argent ailleurs puis obtenir un meilleur rendement. Quand je dis ailleurs, c'est dans un autre pays. Et donc, à ce moment-là, le dollar canadien devient moins fort. Et quand on dit que le dollar canadien est moins fort, c'est qu'il perd de la valeur face aux autres devises. Donc, concrètement, en diminuant les taux d'intérêt au Canada avant que les États-Unis le fassent, ça va faire en sorte que le dollar canadien, il va se déprécier vis-à-vis le dollar américain. Donc, ça va affecter notre taux de change négativement. Et l'autre chose, c'est que si le dollar canadien est moins fort, ça va automatiquement augmenter nos coûts d'importation. C'est-à-dire qu'importer des produits qui proviennent d'autres pays, qui utilisent évidemment une autre devise, bien, ça va nous coûter plus cher. Et là, vu que le prix des importations en dollars canadiens va être plus élevé, ben, le prix des produits va augmenter pour les consommateurs au Canada. Donc, indirectement,
on importe de l'inflation, entre guillemets. Grosso modo, en diminuant notre taux directeur, donc nos taux d'intérêt, on rend notre dollar moins fort et ça affecte le taux de change et le coût des importations. Par contre, à l'inverse, le prix de nos exportations, ce que nous on envoie ailleurs, ben, ça devient plus intéressant pour les autres pays. C'est-à-dire que dans leur devise, importer à partir du Canada, ça leur revient moins cher. Tu sais, quand vous allez en voyage aux États-Unis ou en Europe, puis que là, tu convertis ton dollar canadien en dollar US ou en euros, ben, ça fait mal au cœur. Puis vous trouvez que tout coûte cher du fait que ben, vous, dans votre tête, vous partez du dollar canadien, puis il y a déjà comme un coût de conversion de devise. Ben, dites-vous que c'est exactement l'inverse pour les Américains ou pour les Européens qui veulent importer des produits du Canada. Parce que plus le dollar canadien est faible, plus c'est un deal pour eux autres. Donc à ce moment-là, si la Banque du Canada décide de réduire notre taux directeur, donc nos taux d'intérêt, nos exportations devraient s'améliorer en conséquence de ça. Et pour conclure, sur le sujet des taux d'intérêt, du côté des marchés boursiers, des taux d'intérêt plus bas au Canada, ben, ça pourrait booster le TSX, donc la bourse de Toronto, et ça pourrait peut-être même, là c'est un gros peut-être, faire en sorte que la performance des entreprises canadiennes surpasserait potentiellement celle des actions américaines. Donc là, il y a beaucoup de suppositions là-dedans, mais du moins, on peut supposer qu'avec des taux d'intérêt plus bas dans le pays, on donne un coup de main aux entreprises canadiennes, et sur un horizon à court terme, ça pourrait se refléter sur l'indice canadien, donc sur le S&P TSX. Donc tout ça pour dire que jouer avec les taux d'intérêt, c'est plus que juste contrôler l'économie à l'interne. Il y a aussi des enjeux macroéconomiques pour la Banque du Canada si elle décide de couper ses taux d'intérêt avant la Fed aux États-Unis. Et pour le deuxième segment de l'épisode, je vais vous parler de la fermeture de la Republic First Bancorp, qui est une institution financière aux États-Unis qui existait depuis 1988, et à ne pas confondre avec la Banque First Republic. Donc les deux, ils se ressemblent pas mal là, parce que Republic First Bancorp puis la Banque First Republic, c'est pas la même banque. Cette banque-là, c'est une autre banque régionale qui s'est fait acheter par JP Morgan en mai 2023, donc l'année passée. Donc aujourd'hui, je vous parle de la Republic First Bancorp. Et comme je vous dis, on se souvient que l'année passée, en mars 2023, il y a eu 3 banques régionales américaines qui ont fait faillite. Donc c'était la Silvergate Bank, la Signature Bank et la Silicon Valley Bank. Et je vous rappelle qu'avec 209 milliards de dollars en actifs, la fermeture de la Silicon Valley Bank, c'était la 3e plus grande faillite bancaire dans toute l'histoire des États-Unis. Et là, en fin de semaine, près d'1 an plus tard après ces événements-là, il y a une autre banque régionale qui ferme ses portes, donc qui est en fait la Republic First Bancorp. En fait, les autorités américaines ont pris la décision de fermer cette banque-là et de saisir l'ensemble de ses actifs. Et ensuite de ça, pour protéger l'argent des clients, dans le fond les dépôts dans les comptes de banque, les autorités ont convenu une entente avec l'institution financière Fulton, qui est une compagnie qui est cotée en bourse. Et à ce moment-là, l'institution Fulton ferait l'achat de tous les actifs de la banque Republic First et assumerait également tous les dépôts des clients. Donc, la raison derrière cette entente-là, c'est que s'il n'y avait pas l'acquisition de la part de la banque Fulton, la FDIC aurait dû assumer une perte d'environ 667 millions de dollars. Donc, il faut savoir que la FDIC, c'est l'équivalent de la SADC au Canada. C'est-à-dire que c'est l'organisme qui assure les dépôts des clients dans les institutions financières aux États-Unis. La SADC, c'est la Société d'assurance dépôt du Canada. La FDIC, c'est la même chose, mais aux États-Unis. Donc, autrement dit, quand une banque américaine fait faillite, la FDIC a fourni les fonds pour garantir que les clients de la banque ne perdent pas tout l'argent qui était dans le compte bancaire. À noter par contre que
Au niveau de l'assurance dépôt de la FDIC, on couvre jusqu'à 250 000 $ par client. Et là, en résumé, suite à cette nouvelle-là, les actions de Fulton Financial, la compagnie qui a fait l'acquisition, donc symbole FULT, les actions ont grimpé de 9% hier, tandis que les actions de la Republic First Bancorp, symbole FRBK, eux autres sont rendus à moins d'1 cent. Donc, je vous parle de ça parce que quand il y a une institution financière qui ferme ses portes, et ça, évidemment, 1 an après la faillite de 3 autres banques, c'est peut-être rien, cette histoire-là, mais je me pose quand même toujours la question, est-ce que c'est possible que ce soit le premier domino qui tombe? Est-ce que le système bancaire est à risque? Quels sont d'ailleurs les risques du côté de nos banques canadiennes? Et pour le moment, je ne peux pas vous dire avec certitude qu'il n'y a aucune faille dans le secteur bancaire. Puis tu sais, honnêtement, ça serait pas la première fois que des banquiers feraient des erreurs majeures, là. Je vous rappelle que la crise financière de 2008 aux États-Unis, elle a éclaté dû à des prêts hypothécaires douteux et des instruments financiers qui cachaient en fait le véritable niveau de risque des obligations hypothécaires. Bref, je surveille de près les actifs et les états financiers des banques américaines, mais également des banques canadiennes. Et pour l'instant, je vois toujours rien de catastrophique, même s'il y a quand même des risques du côté de la liquidité. C'est-à-dire que si un paquet de clients arrive en même temps à la banque et demandent tous de sortir leur argent de là, la banque devrait vendre des actifs. Et à ce moment-là, elle les vendrait à perte parce qu'elle a fait des placements, par exemple, à 2% sur 10 ans. Et 2% dans le temps, c'était bon, sauf que là, à cette heure, avec les taux d'intérêt actuels, si tu vends ce placement-là, tu vas le vendre à perte. Il n'y a personne qui veut avoir un placement à 2%. Donc, grosso modo, il y a ce risque-là, le risque d'insolvabilité au niveau des liquidités, mais c'est pas quelque chose qui va arriver à moins qu'il y ait une panique bancaire puis qu'il y ait des bank runs, c'est-à-dire que tout le monde se précipite à leur banque puis demande de retirer leur argent en même temps. Mais ça, il n'y a jamais un scénario dans lequel c'est bon. Mais bref, c'est pas mal la seule chose présentement qui vaut la peine d'être surveillée du côté du secteur bancaire. Et finalement, je veux terminer l'épisode avec l'étude de l'IRIS, qui est l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Et ils ont fait une étude concernant le revenu viable au Québec. Donc tout d'abord, c'est quoi le revenu viable? Eux autres, la définition, c'est le revenu après impôt pour vivre adéquatement en 2024. Donc par exemple, pour une personne seule à Montréal, on parle d'un revenu après impôt de 38 480 $. Et pour atteindre ce revenu viable-là, on parle d'un salarié qui vit seul à Montréal. Il aurait besoin de gagner un salaire brut de 24 $ de l'heure en travaillant 40 heures par semaine ou encore 27 $ de l'heure avec 35 heures par semaine. Et malheureusement, le constat de l'étude de l'IRIS, c'est que 25% des ménages québécois gagnent un revenu qui est inférieur au revenu viable. En d'autres mots, il y a un ménage sur 4 qui vit sous le seuil de la pauvreté parce que leur salaire après impôt il est inférieur au revenu nécessaire pour se payer les biens et services qu'ils ont besoin pour vivre dignement. Je parle ici du logement, de la nourriture, les frais de transport, là, que ce soit un auto ou les transports en commun. Et j'ai pas de la misère à le croire parce qu'en partant, tous les travailleurs à temps plein qui sont au salaire minimum, ils font 32 760 $ bruts par année avant impôt. Donc déjà là, tous ces salariés-là font partie des ménages québécois qui sont en dessous du revenu viable. Donc maintenant, c'est rendu comme impossible pour un employé au salaire minimum de payer son loyer, son épicerie, puis toutes ces autres dépenses de base. Et encore une fois, la racine du problème, c'est la forte inflation qu'on connaît depuis 2021. En fait, ce qui est arrivé, c'est que l'augmentation des salaires des travailleurs, l'augmentation n'a pas suivi la croissance des prix au cours des 3 dernières années, surtout en ce qui a trait aux
au prix du logement et de la nourriture. Et c'est triste, mais c'est un exemple concret d'une perte du pouvoir d'achat. Et on s'entend que pour les salariés à faible revenu, c'est épouvantable parce que pour eux autres, ça affecte directement leur qualité de vie. Et c'est pour cette raison-là que contrôler l'inflation et s'assurer qu'il y a une certaine stabilité des prix, ça doit rester la priorité de la Banque du Canada. Et conjointement à ça, notre gouvernement doit s'aligner avec la politique monétaire et réduire ses dépenses qui sont évidemment financées par de la dette. Sinon, tout cet effort-là, c'est un peu contre-productif parce que d'un côté, on ralentit l'économie avec des taux d'intérêt plus élevés, mais de l'autre bord, il y a l'État qui continue à imprimer de l'argent pour venir combler son budget déficitaire. Et tu sais, on chiale tout sur l'inflation, mais clairement, ça ne nous touche pas toutes de la même manière. De mon côté, moi, je calcule le taux d'inflation pour voir l'impact que cela a sur le rendement réel de mes placements. Pour d'autres, ben, ça va faire en sorte qu'ils n'ont plus les moyens de sortir aussi souvent, soit au restaurant ou de partir en voyage. Mais pour les ménages, les moins nantis, ceux qui sont en dessous du revenu viable, c'est rendu que ça les empêche de manger convenablement. Comme je l'ai déjà expliqué, pour ces gens-là, essayer de réduire leurs dépenses, ça ne va pas améliorer leur situation financière. Quand tu es rendu que tu travailles à temps plein, puis que tu vas dans des banques alimentaires pour aller chercher de la bouffe, je pense que tu as déjà pas mal coupé tes dépenses au minimum. Le vrai problème, c'est que tu ne génères pas assez d'argent pour assumer le nouveau coût de la vie. Et présentement, ben, ça amène déjà des grèves dans les milieux syndiqués, mais je pense que bientôt, ça va amener aussi plus de fraude puis plus de criminalité. Tu sais, quand tu travailles de façon légale, puis que même en faisant 45-50 heures par semaine, tu n'arrives pas financièrement, ben ça peut pousser du monde vers l'illégalité. Quand tu as besoin d'argent pour manger, puis que la façon legit ne fonctionne plus, ça se peut que certaines personnes se tournent vers le vol, les fraudes, les arnaques. Ça se peut qu'on voie, comme je vous dis, de plus en plus de crimes violents aussi parce que quand l'économie roule puis que le monde est occupé à faire de l'argent puis à dépenser, c'est une chose. Versus quand on se retrouve avec beaucoup de gens qui sont sous le seuil de la pauvreté, qui ont de la difficulté à combler leurs besoins de base, il y a un sentiment de mécontentement qui est généralisé et ça peut se refléter avec une recrudescence de la criminalité. Et bref, je voulais aborder tout ça parce que dans le podcast, j'ai tendance à parler de l'argent de façon froidement, dans le sens que pour moi, je fais des observations sur des données économiques. J'essaie aussi de faire des prévisions à partir de ça, mais en arrière des données, je sais aussi qu'il y a du vrai monde. Par exemple, tu sais, quand je dis que je prévois une forte hausse du taux de chômage, pour moi, quand je le fais, c'est purement une analyse du marché du travail, mais je suis aussi conscient que si ma prévision s'avère vraie, ben ça implique qu'il y a du monde qui vont perdre leur job, ça va engendrer du stress, puis ça va avoir des incidences sur leurs finances, mais potentiellement aussi sur les finances de toute leur famille, et tout ça pour dire que oui, c'est très plate quand notre portefeuille il perd une couple de pourcents ou quand on va finir un trade dans le négatif, mais pendant ce temps-là, il y a du monde qui se demande comment ils vont faire pour payer leur loyer puis leur épicerie. Et ce qui est un peu weird là-dedans, c'est que on cohabite tous dans la même économie et des fois, c'est pas que j'oublie que la pauvreté existe. Là. Je suis pas dans l'une tant que ça. C'est juste que je suis tellement concentré sur les marchés boursiers, la gestion de portefeuille. Puis tu sais, je rencontre tellement d'entrepreneurs qui roulent des business, qui font des millions. Ben, à un moment donné, je me retrouve comme dans une espèce d'écosystème à part. Donc, pour moi, de venir lire l'étude de l'IRIS sur le revenu viable, calculer c'est quoi le revenu annuel d'un salarié à 25$ de l'heure, c'est comme la constatation que l'inflation, les taux d'intérêt, puis l'économie qui ralentit, pour plusieurs ménages québécois, c'est pas un petit désagrément,
c'est pas des données économiques, c'est littéralement un game changer sur leur qualité de vie. Donc, c'est un peu pour ça que je voulais parler de l'étude sur le revenu viable au Québec. Encore une fois, je pense qu'il y a des petites lacunes dans l'étude. Il n'y a jamais rien de parfait, mais dans l'ensemble, ça reflète quand même la réalité de beaucoup de ménages québécois. Et comme je vous dis, 25% des ménages québécois se retrouvent en dessous du revenu viable. Donc, c'est un peu pour ça qu'on voit de plus en plus de gens dans les banques alimentaires et il y a un grand mécontentement qui commence à grandir. On le voit, comme je vous dis, avec les grèves, mais je pense que de plus en plus, ça va être difficile pour les gens au Québec. Donc, ça fait longtemps que j'en parle des répercussions néfastes de l'inflation, des taux d'intérêt, tout ça. Et comme je vous dis, je pense que la situation va encore empirer au cours de la prochaine année avec tous les renouvellements hypothécaires à des taux plus élevés. Donc, pour les auditeurs que ça va bien financièrement, tant mieux. Sentez un peu de gratitude par rapport à ça. Pour ceux que ça va moins bien, dites-vous que c'est une passe qui est temporaire, que vous allez finir par revenir de ça, qu'il y a des solutions pour l'endettement, que ce soit la faillite personnelle, la proposition de consommateur, la consolidation de dette. Il y a toujours une manière de s'en sortir, mais je sais que présentement, l'environnement économique met beaucoup de pression. Donc, je vais terminer l'épisode là-dessus. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser une évaluation sur Apple Podcasts ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et sinon, on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.